Dans notre initiation au latin, nous avons expliqué les 5 fonctions grammaticales principales des substantifs, qu'on appelle nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif, et leur explication de base. Ce sont ce qu'on appelle des cas, on dit d'ailleurs en latin par exemple nominativus casus, mais on peut dire nominativus tout court, sous-entendu de toute façon casus. De même accusativus, genitivus, dativus, ablativus, accompagné ou non du mot casus, du verbe cado, tomber, verbe à multiples facettes comme c'est souvent le cas en latin. Ici tomber juste, coïncider, s'appliquer, convenir. Ce sont là les 5 cas principaux. Les 2 premiers, nominatifs et accusatifs, sont des cas directs, sujet et objet, c'est ce qu'on appelle les casus recti. Les autres sont des cas obliques, casus obliqui, à la périphérie du sujet et de l'objet. Un autre cas assez rare, mais qui fait partie de la déclinaison, est le vocatif. Vocativus casus, considéré par les grammairiens comme un casus rectus, c'est le cas de l'interpellation quand on s'adresse à quelqu'un. Le plus souvent, il équivaut au nominatif, mais à la deuxième déclinaison, la terminaison us devient et. Par exemple, dominus, le maître, le seigneur, devient dominé au vocatif. Dans un requiem, par exemple, les premières paroles sont requiem aeternam dona eis, dominé, et lux perpetua luceat eis. Dona eis, littéralement donnez à eux, donnez-leur, eis au datif pluriel. Dominé, Seigneur, donc ici au vocatif. Requiem aeternam, le repos éternel. Et lux perpetua, et la lumière éternelle, lux perpetua au nominatif. Luceat eis, qu'elle brille pour eux, eis encore une fois au datif pluriel. Luceat, subjonctif présent du verbe luceo, c'est un subjonctif d'exhortation. Comme en français, par exemple, qu'ils viennent, veniat, ici luceat, qu'ils brillent ou qu'elle brille. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière perpétuelle brille pour eux. Un requiem est une messe des morts, les paroles sont fixes, c'est au musicien à mettre en musique ces syllabes gravées dans le marbre. Il en est de même pour les Stabat Mater et pour toutes les strophes religieuses transformées en chant. Certains croient d'ailleurs qu'on chante les notes de musique, je l'ai entendu dire, c'est effectivement l'impression qu'on peut avoir. Dominé, on a do et mi par exemple, requiem on a ré, miserere on peut entendre mi, si, ré, ré et ainsi de suite. C'est évidemment une erreur, il s'agit de paroles latines dont certaines coïncident simplement par hasard à des notes de musique. Je vous renvoie à ma vidéo intitulée Leçon de solfège pour l'origine du nom des notes de musique. Il en va de même pour tous les prénoms se terminant en ous. Marcus devient marqué, quintus devient quinté, etc. À noter le cas particulier de meus, pronom adjectif masculin de la première personne qui signifie mon et qui fait mi au vocatif. Et les mots en ius qui font i au vocatif, comme filius qui fait fili. On se souvient de cette exclamation légendaire de César au moment de son assassinat, tu quoque mi fili, toi aussi mon fils. Certains historiens ou analystes rapportent qu'il aurait plutôt parlé grec et dikaïsou teknon. Ce sont certes des narrations discutables, mais c'est tout à fait possible car toute la haute société était bilingue, latin-grec. La plupart faisaient un voyage initiatique de plusieurs années à Athènes et revenaient riches de cette langue. Il a donc pu se faire qu'il ait parlé spontanément grec. Notez l'ambiguïté de cette parole à double signification, car elle peut tout aussi bien signifier « toi aussi mon fils, tu fais partie des conjurés » tu quoque mi fili versaris inter conjuratos, que toi aussi mon fils, tu subiras la même chose. Tu quoque mi fili idem patieris. Patieris ou experieris, c'est un peu la même chose, tu quoque mi fili idem experieris. Ce qui n'a pas manqué de se réaliser étant donné qu'ils ont tous été assassinés les uns après les autres. C'était en quelque sorte le style de l'époque. Les noms en ius auront également leur vocatif en i, comme Vergilius, qui fait Vergili. Virgile, poète latin, auteur des Bucoliques, des Géorgiques et surtout de l'Énéide. L'Énéide, qui est le récit des épreuves du Troyen aîné, de la prise de Troie à son installation dans le Latium, le Latium étant une petite région d'Italie centrale ayant Rome pour capitale. Lucilius, qui devient Lucili au vocatif. On en trouvera par exemple des occurrences dans les lettres à Lucilius de Sénèque.
Epistulae morales ad Lucilium, lettres morales à Lucilius. Locius Anaeus Seneca, philosophe stoïcien, dramaturge et homme d'État romain du 1er siècle de notre ère. Mais il faut préciser que les prénoms étrangers suivent la deuxième déclinaison standard, Dominus Domine. Par exemple, le prénom perse Darius fera Darié au vocatif. Quant aux prénoms tardifs en ius, s'ils sont d'origine gréco-romaine, ils feront leur vocatif en i, comme Aegidius qui donne Aegidi. Notez qu'en latin classique, on écrit chaque lettre séparée. Donc on n'a pas le dans la, par exemple. Ces ligatures datent des copistes médiévaux qui écrivaient Aegidius avec le dans la, ici en majuscule. Mais si l'on veut respecter l'écriture antique, les lettres doivent être séparées. Ne pas confondre le latin tardif, médiéval ou même moderne avec le latin classique, celui des 2 siècles qui chevauche notre ère de -100 à +100 à peu près. On obtient le dans la en majuscule sur les claviers classiques via la combinaison Alt 0198. Ce qui signifie que vous appuyez sur la touche Alt, juste à gauche de la touche Espace, tout en saisissant la suite de chiffres 0198 sur le pavé numérique. Il faut que la touche Alt reste bien enfoncée pendant que vous saisissez la combinaison 0198. Sinon, autre solution, vous passez par la table des caractères. Vous cliquez sur Démarrer en bas à gauche de l'écran, puis sur Tous les programmes. Vous cliquez sur Accessoires, ça déploie tous les programmes de type Accessoires, et dans Accessoires, vous cliquez Outils Système, et dans Outils Système, vous cliquez Table des caractères. Ça affiche la table de tous les caractères disponibles pour une police donnée à choisir dans une liste déroulante en haut de la fenêtre. Le caractère s'affiche en plus grand en cliquant dessus. En double cliquant dessus, il est recopié dans le champ prévu à cet effet appelé caractères à copier. À partir de là, vous pouvez procéder à un copier-coller d'un ou plusieurs caractères dans votre traitement de texte. Sinon, en bas à droite de l'écran, on vous donne la combinaison pour obtenir le caractère choisi, en l'occurrence pour un E dans la majuscule, Alt 0198. Petite précision, sur les ordinateurs portables, vous n'avez pas de pavé numérique. Ou pour être plus précis, pas de pavé numérique clairement détaché. J'ai expliqué précédemment Alt 0198 sur les PC classiques avec un clavier à part. Mais sur les ordinateurs portables, vous n'avez pas de pavé numérique clairement détaché. Et il ne sera pas possible de faire Alt 0198 avec les chiffres qui sont alignés en haut. En réalité, sur les portables, vous avez un pavé numérique, mais il se trouve caché dans une zone de lettres. Vous voyez qu'à côté de M on a 0, à côté de J on a 1, etc. Et vous avez aussi les opérateurs simples, division, plus, moins, multiplication et le point décimal. Pour activer ce clavier numérique caché, il faut appuyer sur Fonction F(n) en bas à gauche du clavier et sur F11. Il faut que la touche Fonction reste appuyée quand vous faites F11. Dans ces conditions, vous pouvez maintenant faire Alt 0198 avec le pavé numérique intégré qui vient d'être activé. Pour désactiver le pavé numérique, donc pour revenir aux lettres, il faut de nouveau faire fonction F11, c'est un système on-off, activation-désactivation. Notez que l'activation incontrôlée du pavé numérique peut être source d'erreur quand on saisit un mot de passe. Car quand on saisit un mot de passe, on ne voit pas les caractères saisis. Si donc le pavé numérique est activé à votre insu et que le mot de passe contient par hasard des caractères situés dans ce pavé, vous croirez entrer une lettre quand l'ordinateur comprendra un chiffre, ce qui fait que le mot de passe dont vous êtes pourtant certain ne fonctionnera pas. On voit parfois dans les lieux publics des personnes qui n'arrivent pas à se connecter sur Internet. La raison peut éventuellement se situer là. En pareille occurrence, il faut d'abord vérifier si le pavé numérique est bien désactivé. Il faut donc vérifier ce point en appelant par exemple le petit bloc-notes, c'est-à-dire le traitement de texte minimal. On dit aussi en anglais Notepad, c'est la même chose. Donc on fait par exemple démarrer en bas à gauche de l'écran, puis tous les programmes, puis accessoires et dans accessoires bloc-notes. Dans ma configuration personnelle, il se trouve déjà immédiatement accessible par défaut parce que j'utilise souvent ce petit Notepad de base. S'il ne fait pas partie des programmes favoris dans votre système, vous le rechercherez comme indiqué précédemment.
À partir de là, vous appuyez sur une touche du pavé numérique et vous voyez s'il est activé ou non. S'il se trouve être activé, vous le désactivez par fonction F11. Si le mot de passe n'est toujours pas valide, il s'agit alors d'autre chose, mais au moins ce test aura été fait. Faites également attention par exemple aux majuscules. Sinon, avec un ordinateur portable, vous pouvez passer par la table des caractères comme indiqué un peu avant. Mais ici la question ne se pose pas car nous sommes en latin classique, celui des 2 siècles qui chevauchent notre ère de -100 à +100 environ. Les siècles de Cicéron, César, Virgile, Horace, Ovide, Lucrèce, Sénèque, Quintilien, Tacite, les 2 Pline, Pline le Jeune et Pline l'Ancien, Juvénal, Suétone. Pour ne citer que les principaux, il y en a bien d'autres. Sans oublier l'époque archaïque avec notamment Plaute, Caton l'Ancien, Terence. Et en latin classique, les lettres sont détachées les unes des autres, il n'y a pas de ligature. D'ailleurs, on n'écrivait qu'en majuscules à l'époque, les minuscules datent du Moyen-Âge. Probablement une invention spontanée des copistes pour des raisons de souplesse et de meilleur rendement dans la recopie incessante des œuvres. Aegidius vient du grec aegidios, qui signifie peau de chèvre. La chèvre se dit aix en grec ancien. Peau de chèvre se dit aegis. Le chevreau se dit aegidion, d'où le prénom Aegidios, latinisé en Aegidius. Le bouclier sacré des guerriers et des divinités était recouvert d'une peau de chèvre, ou se constituait de cette peau, et s'appelait égide, d'où l'expression sous l'égide de, qui a la même racine, c'est-à-dire sous la protection bienveillante de. En latin, le bouclier se dit aegis et fait aegidis au génitif. C'est un mot féminin. L'égide est donc le bouclier de Zeus, mais aussi de Jupiter, de Minerve et de bien d'autres dieux et déesses. Il est le symbole d'une amicale assistance, d'où le prénom français Gilles, littéralement celui qui protège avec bienveillance. Le vocatif de la 2e déclinaison concerne tous les mots, donc aussi les adjectifs. Par exemple, cher Paul se dira carré Paulé, Paulus devient Paulé et Carus devient carré. Même chose au superlatif, très docte Pierre, doctissimus Petrus devient doctissime Petré. Et aussi les participes passés, par exemple natus, qui signifie né, d'où le prénom Renatus, René, celui qui est né une 2e fois. C'est le prénom de Descartes, philosophe français du XVIIe siècle. Natus, celui qui est né, donc le fils, fera naté au vocatif. On trouve ce vocatif dans la poésie, naté, toi mon fils. Notez que Deus n'a pas de vocatif en latin classique. Les pères de l'Église ont logiquement utilisé le nominatif Deus comme vocatif dans les prières. Par exemple, Miserere mei Deus, ayez pitié de moi, Dieu. Je vous renvoie à ma leçon de solfège pour le Miserere d'Allegri. Le vocatif a tendance à ne pas se trouver en début de phrase, sans que ce soit une règle véritablement édictée. On l'a vu avec tu quoque mi fili ou avec Miserere mei Deus. Si donc vous deviez traduire « Cher Luc, j'ai bien reçu votre lettre », il faudrait éviter de mettre carré Luci en première position. Lucius devient Luci au vocatif en i des noms gréco-latins en ius. Vous écririez quelques mots pour commencer, par exemple litteras tuas. Litteras tuas à l'accusatif en tant que complément d'objet direct du verbe accipio dont on va se servir dans la suite. Puis le vocatif carré Luci. Puis la forme verbale accepi au parfait, ce qui donne litteras tuas carré Luci accepi. Accepi parfait du verbe accipio recevoir. Notez que dans cet énoncé, l'auteur de cette lettre parle au passé, parce qu'il a reçu, au passé donc, la missive de son correspondant. Mais s'il veut continuer sa phrase en disant « mais je n'ai rien à vous raconter », il pensera dans son esprit « sed nihil habeo quod tibi narem », littéralement « mais je n'ai rien que je vous raconte », habeo au présent et narem au subjonctif présent. Nihil complément d'objet direct d'habeo, j'ai quoi, rien, nihil, nihil habeo, quod pronom relatif complément d'objet direct de narem, nihil quod narem rien que je raconte, tibi datif littéralement à vous. Cela dit, il faudra écrire ce fragment au passé, car dans ce qu'on appelle en latin le style épistolaire,
On se place du point de vue de celui qui recevra la lettre, d'où la nécessité du passé pour l'écrivain qui devra donc formuler ainsi « Sed nihil habebam quod tibi narrarem ». Littéralement, je n'avais rien que je vous racontasse. Habebam à l'imparfait et narrarem au subjonctif imparfait. Ce qui donne litteras tuas careluci alcepi, sed nihil habebam quod tibi narrarem. Notez que la notion de vouvoiement n'existe pas en latin classique, et donc celle de tutoiement non plus car elles sont corrélats, l'une n'existant pas sans l'autre ou encore l'une n'existant que si l'autre existe. Car tutoyer signifie qu'on pourrait vouvoyer et réciproquement vouvoyer signifie qu'on pourrait tutoyer. On utilise donc dans l'impossibilité de faire autrement la seconde personne du singulier pour exprimer un vouvoiement français. Et réciproquement, toute seconde personne du singulier en latin, qu'il s'agisse d'un pronom, d'un adjectif ou d'une forme verbale, a deux traductions en français. Une traduction tutoyante et une traduction vouvoyante. Le traducteur doit choisir l'une ou l'autre en fonction du contexte, et dans les cas litigieux en fonction de sa sensibilité. Par exemple, si l'on doit traduire litteras tuas accepi, on interprétera par « j'ai bien reçu ta lettre » si ce sont deux amis ou deux frères qui s'écrivent, car on se tutoie entre amis ou entre frères, mais par « j'ai bien reçu votre lettre » dans un contexte administratif qui accuse réception d'un courrier. Quand on traduit par exemple les lettres de Cicéron à son frère Quintus, il est logique de rendre les deuxièmes personnes du singulier par un tutoiement. Mais les lettres qui se veulent littéraires ou artistiques de Pline le Jeune à des correspondants probablement fictifs sont des missives à caractère officiel où le vouvoiement s'impose dans la traduction. La phrase Moriturit et salutant était le salut des gladiateurs à César en entrant dans l'arène. Si César était connu en tant que vedette politique de ceux qui allaient se battre à mort devant lui pour son bon plaisir, en revanche lui ne les connaissait pas personnellement. Ce qui exige le vouvoiement dans la traduction, ceux qui vont mourir vous saluent. Morituri est le participe futur du verbe morior, mourir. Moriturus au masculin singulier fait morituri au pluriel, ici au nominatif, c'est le sujet de la phrase. T est l'accusatif de tout, pronom personnel de la deuxième personne. Tui au génitif, tibi au datif et de nouveau T à l'ablatif. Ici T est complément d'objet direct de salutante, d'où l'accusatif. On lit souvent à la fin des courriers latins dans les siècles passés, entre intellectuels qui échangent des idées, tuum exasse. Las, qui est un mot masculin, représente une unité qui peut se diviser en 12 parties, d'où la notion de totalité jusqu'au dernier sou. Res exasse, par exemple, c'est le légataire universel. Donc tuum exasse signifie vôtre tout entier, avec les mots sous-entendus « veuillez me croire ». Veuillez me croire entièrement vôtre ou veuillez me croire tout à vous. La phrase entière serait par exemple crede me tuum exasse esse. Crede impératif à la deuxième personne du singulier du verbe credo croire, mais accusatif d'ego, sujet de la proposition infinitive introduite par crede, et esse infinitif de sum être. En français, plutôt que le littéral tout à vous, entièrement à vous, on dirait plutôt veuillez me croire amicalement vôtre, qui est une formule diplomatique tout à fait classique. Ne pas confondre vôtre avec accent circonflexe et votre sans accent circonflexe. Votre est un adjectif possessif, vôtre est un pronom possessif. C'est votre maison, votre est ici un adjectif possessif. C'est la vôtre, vôtre avec accent circonflexe est un pronom. Un pronom, c'est par définition ce qui remplace un nom pro à la place de. Vôtre est ici un pronom qui remplace le mot maison. C'est votre maison se dirait en latin aec est domus tua. Les trois mots aec, domus et tua sont au nominatif. En français, c'est est la contraction de cela est, cela étant une sorte d'ancien neutre. Mais en latin, le neutre est transformé en féminin aec par attraction du féminin domus. C'est la vôtre se dit aec est toi. En latin, il n'y a pas de différence entre le pronom et l'adjectif, ce qui explique qu'on appelle ce genre de mots des pronoms adjectifs. Hic au masculin, aec au féminin, hoc au neutre. Tous au masculin, toi au féminin, tuum au neutre.
Toutes ces formes hic, haec, hoc, tuus, tua, tuum sont des pronoms adjectifs. Domus est un mot irrégulier, dans un autre cas appelé locatif, qui indique le lieu où l'on est. Domus fait domi, je suis chez moi, se dit donc sum domi. C'est votre avis, c'est votre opinion, qui est une phrase usuelle, se dirait haec est sententia tua. Il suffit de remplacer domus par sententia. C'est mon livre, se dit hic est liber meus. Encore une fois, les trois mots hic, liber et meus sont au nominatif. Il y a ici attraction au masculin hic, car liber, le livre, est un mot masculin. Au vers 102 du premier chant du De Rerum Natura de Lucrèce, Titus Lucretius Carus, je vous rappelle qu'il existe 4 poètes latins à l'époque classique, Virgile, Horace, Lucrèce et Ovide. Lucrèce s'adresse à son lecteur, on le voit au début, tout émette. Encore une fois, comme on vous voit de préférence son lecteur aujourd'hui dans les livres, même dans les livres scolaires, on lit parfois respondez avec la traduction vouvoyante répondez. Respondez est la deuxième personne du singulier de l'impératif du verbe respondeo, deuxième personne du singulier qu'on traduit par un vouvoiement car on vouvoie son lecteur. Donc on vouvoiera de préférence dans la traduction en français des vers de Lucrèce. Maintenant, vous-même, c'est-à-dire vous, mon lecteur, vous qui êtes en train de lire mon poème, un jour ou l'autre, littéralement au moment où vous le voulez, vaincu par les propos terrifiants des poètes. Ouattès, ici au génitif pluriel, c'est d'ailleurs plus qu'un poète. Rimbaud dirait des illuminés, lui qui avait écrit les Illuminations. Vous chercherez à quitter notre parti. Lucrèce ne se fait aucune illusion, il sait que sa poésie au vitriol ne pourra pas être suivie par grand monde. Iam signifie entre autres maintenant, mais avec le sous-entendu après ce qu'on vient de dire. Par opposition à nunc, qui signifie immédiatement, payez-moi hic et nunc, ici et maintenant. Iam est un maintenant dans le raisonnement, c'est plus mathématisé. Maintenant que x égale 2 et que y égale 3, que se passe-t-il? On trouvera donc ce mot dans les traités scientifiques. Ces deux mots sont malgré tout assez proches, on trouve d'ailleurs la juxtaposition iam nunc dans la poésie. Iam suppose donc ce qui vient d'être dit, notamment la terrible conclusion du vers 101 qui précède. Tantum religio potuit suadere malorum, tant la religion peut conseiller de crime. Précision qui ne s'est pas démentie depuis 2000 ans, Lucrèce en a eu l'intuition fulgurante. Remarquez que j'ai traduit potuit par un présent, potuit suadere peut conseiller. C'est assez fréquent en latin dans la mesure où le parfait exprime le résultat présent d'une action passée. On le voit avec des verbes comme noui ou cognoui. J'ai appris à connaître par le passé, donc maintenant je sais. Ou encore à souhaiter, j'ai pris l'habitude par le passé, donc maintenant j'ai l'habitude. Donc j'adapte ici ce principe au parfait potuit. Si la religion a pu par le passé conseiller des crimes, c'est qu'elle le peut encore aujourd'hui et le pourra demain. Elle le peut donc dans un présent idéal, sub specie aeternitatis, sous l'espèce de l'éternité. Desquiscere, ici construit avec la préposition ab plus ablatif, desquiscere nobis, signifie quitter, se séparer d'eux. Par exemple, desquiscere romanis, quitter le parti des Romains. Ou encore desquiscere vita, quitter la vie, c'est-à-dire se suicider. Ici, desquiscere nobis, c'est-à-dire quitter notre parti, le parti des atomistes, le parti des épicuriens, le parti des athées, de ceux qui ne croient pas aux transcendances. Victus, vaincu, ici au nominatif, apposé à tout émet également au nominatif. Dictis, par les propos. À partir du supin dictum du verbe dico, dire, on crée le neutre dictum, ce qui est dit, les dires, les propos. Ici dictis à l'ablatif neutre pluriel, complément du participe passé victus, vaincu. Du verbe vinco, vaincre, le participe passé s'obtient à partir du supin. Terriloquis, terrifiant, vaincu par les propos terrifiants. Terriloquis à l'ablatif pluriel comme le substantif dictis qui l'accompagne.
La racine terre renvoie à la terreur et la racine loc à la parole, loquor je parle. D'où le français loquace ou soliloque, celui qui parle tout seul ou qui se parle à lui-même. Watum des poètes, génitif pluriel de wates. Mais c'est plus que poète, c'est une sorte de devin, de voyant, de prophète. Souvenez-vous, c'était en 68. En 1868, Rimbaud a 14 ans, il est né en 54. Il vient d'ailleurs tout juste de les avoir, car il est né en octobre, et cette composition latine a été réalisée en classe le mois suivant, en novembre. Le 6 novembre 1868, pour être précis. Voici les 7 premiers vers de ce poème écrit en classe. À l'occasion d'un devoir de 3h30, il s'agit de commenter quelques vers d'une ode d'Horace. Ce sont des hexamètres dactyliques, on incitait à l'époque, et c'était traditionnel, la jeunesse à imiter les poètes antiques. C'est le début du poème qui fait en tout 59 vers. Voici ce qu'il dit dans la copie qu'il rend à son professeur M. Dupré. C'était le printemps, et Orbilius souffrait à Rome d'une maladie d'engourdissement. Morbo inerti, ici à l'ablatif d'une maladie qui rend inerte. Orbilius était le maître d'Horace, son professeur de lettres. Rimbaud se substitue ici au poète latin Horace, il se met à sa place et explique que son pédagogue Orbilius est malade. Il est atteint de paralysie, morbo inerti, donc il n'y aura pas cours ce jour-là. Romae est ici un locatif qui a une forme génitive. À Rome sans mouvement se dit Romae, je suis à Rome sum Romae. Guerrera et morbo Romae longuebat inerti Orbilius. Les procédés du maître barbare se turent. Tellum c'est toute arme de jet en général, flèche ou javelot. Ici, au nominatif pluriel, c'est le sujet de la phrase, templum, templa, tellum, tella. Par extension, c'est une arme et donc finalement un moyen. Ici, j'extrapole un peu en usant du terme procédé. Les méthodes du maître cruel firent trêve, s'arrêtèrent. Taquerun, parfait du verbe takeo, se taire, par extension s'arrêter. Diri taquerun tella magistri. Sur certaines pages rimbaldiennes de la toile électronique géante, on trouve dira et non diri. Dira serait alors relié à tella, dira tella, les traits cruels. Mais la collection de la Pléiade donne diri, donc connecté à magistri, c'est le maître qui est cruel ou barbare. J'ai une légère préférence pour cette leçon, d'autant plus qu'on a ici une sorte d'humour poétique avec un génitif enclavant, car en principe le génitif est enclavé, on parle logiquement de génitif enclavé. Ici c'est le contraire, c'est le génitif diri magistri qui enclave. Et le son des coups ne venait plus à mes oreilles. Adaures, sous-entendu meas. Aoris est un mot féminin. Pas plus que la férule ne meurtrissait mes membres d'une douleur continue. Rimbaud dénonce ici incidemment la maltraitance que subissaient les élèves d'Orbilius, qui étaient particulièrement sévères, et qui est souvent épinglée dans les films d'aujourd'hui, comme par exemple Jeux interdits, où le petit Michel se prend une gifle par derrière, grande spécialité de l'époque, Le cercle des poètes disparus ou encore Les choristes, magnifique film musical. Horace d'ailleurs qualifie son professeur Orbilius de Plagossus, le fouetteur, au vers 70 de la première épître du livre 2. Je me souviens ce que me répétait Orbilius le fouetteur quand j'étais enfant. Me minique plagossum mi parbo Orbilium dictare, mi parbo datif littéralement un moi petit. Je saisis l'occasion. Je gagnais les riantes campagnes. Oublieux. Immemore sous-entendu par exemple omnium, oublieux de tout. Immemore au nominatif apposé au sujet sous-entendu ego, ego petit oui. Aripuitempus ridentia rura petit oui immemore. De douce joie. Recreare, recrearunt parfait contracté pour recreaverunt. Il est tout à fait fréquent de supprimer le oui ou le oui dans les temps du parfait quand il n'y a pas d'ambiguïté. L'esprit, fatigué, mens ici à l'accusatif mentem est féminin. On dit par exemple mens humana, l'esprit humain, ou encore mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain.
de l'agiter, moti est le participe passé substantivé au génitif de moveo, verbe à multiples sens, remuer, agiter, provoquer, émouvoir, délivrer, de l'étude, et des soucis. A studio moti curisque soluti, blanda fatigatam recrearunt gaudia mentem. La grande difficulté est de traduire le génitif moti soluti. Soluti, participe passé utilisé adjectivement du verbe soluo, ici dans le sens de délivrer. Il se construit avec la préposition ab, ici a studio curisque. Notez que l'expression motus solutus fait partie du lexicon Ciceronianum, ce qui montre l'immense culture latine de Rimbaud. On y trouvera par exemple la formule motus solutus ac liber, littéralement celui qui est mu, celui qui bouge, insouciant et libre. On tombera aussi sur d'autres adjectifs de sens approchant accompagnant motus solutus. En général, les traducteurs contournent la difficulté en disant récréer mon esprit fatigué pour éviter de rendre trop littéralement ce génitif à peu près intraduisible. C'était le printemps, et Orbilius souffrait à Rome de paralysie. Les armes du pédagogue sadique firent trêve, et le son des coups ne parvenait plus à mes oreilles, pas plus que la férule n'endolorissait mes membres d'une souffrance permanente. Je saisis l'occasion. Je gagnai l'iriante campagne oublieux de tout. Délivré de l'étude et des soucis, de caressantes félicités divertirent mon esprit exténué. Vererat, et morbo Romae languebat inverte Orbilius, dirit aquerunt la magistri. Plagarumque sonus non iam muniebat ad aures, nec ferula assiduo cruciabat membra dolore. Aripui tempus, ridentia rura petivi immemor, a studio moti curisque soluti, blanda fatigatam recrearunt gaudia mentem. Et par la suite, vers la fin de ce même poème, on lit ceci. Alors il inscrivit, c'est Phébus, le dieu de la lumière dont il est question juste avant, sur mon front céleste, ces mots en lettres de feu. Vous serez poète, en traduction vous voyante. Capiti caelesti datif, littéralement pour ma tête céleste. Aec nomina, accusatif pluriel, ces noms, ces mots. Flamma ablatif par la flamme, par le feu. Tum capiti inscripsit caelesti aec nomina flamma. Tu, Ouates, iris. Mais encore une fois, Ouates est plus que poète. Ce serait plutôt dans ce cas-là l'illuminé du dérèglement de tous les sens, un alchimiste du verbe. Vous voyez que Rimbaud a tout de suite su quel il était. Son professeur, commotionné par de si beaux vers qui rivalisent de génie avec les originaux d'Horace qu'ils sont pourtant censés commenter, ne rendait pas son devoir noté à Arthur. Il l'envoyait tel quel à l'Académie de Douai avec la mention « certifié conforme ». Le tout-émètre de Lucrèce nous a permis ce petit détour rimbaldien à la faveur du génitif pluriel watum. Parfois le contexte nous est clairement donné pour une traduction d'une deuxième personne du singulier. C'est le cas par exemple du premier chapitre du livre 5e de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, intitulé Abbas Beati Martini, l'abbé de Saint-Martin. Victor Hugo écrit parfois ses titres en latin. Littéralement l'abbé de l'heureux Martin, Beati génitif de Beatus, heureux. La formule entière est Beatus vir sanctus Martinus, littéralement heureux homme Saint-Martin, mais il est fréquent par simplification de ne citer que les mots extrêmes, Beatus Martinus, littéralement heureux Martin, qu'on traduit quand même par Saint-Martin, donc au génitif Beati Martini pour Beati viri sancti Martini. L'action se situe en 1482, c'est-à-dire quelques décennies après l'invention de l'imprimerie, dans les années 1450, ce qui donnera évidemment à Victor Hugo l'occasion de diverses digressions sur cette invention majeure. Tout se déroule autour de la cathédrale car elle est aussi un asile en tant que lieu saint. Le droit d'asile existait depuis le IVe siècle et a perduré tel quel pendant plus d'un millénaire. Le drame se tisse autour d'une jeune danseuse gitane des rues nommée la Esmeralda, qui se trouve être aimée à des degrés divers par trois personnages de conditions sociales très différentes, dont Claude Frollo, qui est l'archidiacre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Phébus de Châteaupers, qui est capitaine de la garde, et le sonneur de cloche Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, comme on l'appelle parfois.
Au début du livre 5e, Claude Frollo reçoit un soir dans sa cellule canonicale du cloître de Notre-Dame la visite inattendue de deux personnes, Jacques Coictier, qui est le médecin du roi, et un autre personnage d'une cinquantaine d'années qui se fait appeler le compère Tourangeau. « Révérend maître, dit-il d'un ton grave, votre renom est venu jusqu'à moi, et j'ai voulu vous consulter. Je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. Il faut que vous sachiez mon nom, je m'appelle le compère Tourangeau. » Claude Frollo ne voit pas trop ce que ça veut dire pour l'instant, singulier nom pour un gentilhomme. Dans la suite de la conversation, il apprendra le motif de cette visite. « Je suis malade, très malade, on vous sait grand Esculape. » Esculape est le dieu de la médecine, donc le compère Tourangeau croit que Claude Frollo est médecin et qu'il pourra l'aider dans sa maladie. L'entretien s'envenime quelque peu. Claude Frollo précise qu'il ne croit ni à la médecine ni à l'astrologie, il ne tient pour vrai et certain que l'alchimie. Ici, Jacques Coictier, que les répliques fougueuses de l'archidiacre avaient désarçonné, se remit en selle et l'interrompit du ton triomphant d'un savant qui en redresse un autre. « Eras, amice Claudi !» Donc on voit qu'il se met à parler spontanément en latin. Amice vocatif d'amicus et Claudi vocatif en id et non latins en ius. Littéralement ami Claude, mais on dira plutôt en français mon cher Claude, plus naturel dans notre langue. Eras, deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif du verbe héros, se tromper. Comme tout ce beau monde se vouvoie quand il s'exprime en français, la traduction doit bien évidemment suivre ce schéma. Il faut donc rendre ces mots si toutefois on doit les traduire par « vous vous trompez » ou « vous faites erreur, mon cher Claude ». D'ailleurs, l'archidiacre lui répond en français « c'est vous qui errez » en usant du verbe français directement calqué sur le latin « héros ». Le couvre-feu du cloître sonna, c'était l'heure où aucun étranger ne pouvait rester dans le cloître. Les deux visiteurs se retirèrent. « Maître, dit le compère Tourangeau en prenant congé de l'archidiacre, j'aime les savants et les grands esprits, et je vous tiens en estime singulière. Venez demain au palais des Tournelles, et demandez l'abbé de Saint-Martin de Tours. » L'archidiacre rentra chez lui stupéfait, comprenant enfin quel personnage c'était que le compère Tourangeau, et se rappelant ce passage du cartulaire de Saint-Martin de Tours, « Abbas Beati Martini scilicet rex Franciae », l'abbé Saint-Martin, c'est-à-dire le roi de France. Le compère Tourangeau, c'était donc Louis XI, Ludovicus Undecimus, qui séjournait souvent au château de Plessis-les-Tours. C'est d'ailleurs là qu'il mourra l'année suivante, en 1483, d'où peut-être le choix de l'année 1482 pour le roman de Victor Hugo, un an avant la mort du roi. C'est vers la fin du XIIe siècle qu'on commence à dire Rex Franciae, mais la titulature Rex Francorum, roi des Francs, reste valide jusqu'à la Révolution dite française. En latin classique, on utilise plutôt le génitif pluriel, le roi Albin se dit le roi des Albins, Rex Albanorum. Notez cette fois-ci le dans la, car on est au Moyen-Âge, ces ligatures existent dans l'écriture, mais pas en latin classique, celui des 2 siècles qui chevauche le début de l'ère commune, et pas non plus a fortiori en latin plus archaïque. Le vocatif nous aura donc fait faire ce détour en passant par Lucrèce, Rimbaud et Victor Hugo. Nous avons précisé qu'il différait du nominatif à la 2e déclinaison, c'est le seul cas. Précisons qu'il y a 5 déclinaisons en latin. C'est le génitif singulier qui détermine le type de déclinaison associée. Si le génitif singulier est en ae, le mot est de la 1re déclinaison, en i de la 2e, en is de la 3e, en ous de la 4e, en ei de la 5e. Par exemple, littéra fait litterae au génitif singulier. On en déduit que ce mot est de la 1re déclinaison car son génitif singulier est en ae. Le mot rex fait regis au génitif singulier. On voit que le radical du mot est modifié au génitif, ce qui arrive souvent. Quoi qu'il en soit, le génitif singulier se termine en is, ce qui indique la 3e déclinaison. À partir de là, sauf mots irréguliers, on en déduit toutes les formes possibles à tous les cas. Je termine par une plaisanterie, un contresens de potache.
Comme ça peut arriver à l'occasion chez les latinistes débutants, nul n'en a été à l'abri, il s'agit de traduire capra genuit. Les livres scolaires contiennent souvent de toutes petites phrases à titre d'exercice. Notre élève comprend que capra c'est la chèvre, son génitif est en nae, c'est un mot de la première déclinaison. Il voit que ce mot est au nominatif, c'est le sujet de la phrase. En consultant genuit dans le dictionnaire, il est renvoyé à gigno, genuit étant le parfait de gigno. Pour les humains, on dit enfanter, mettre au monde. Pour les oiseaux, on dit pondre. Et pour les animaux mammifères, son lexique d'étude donne mettre ses petits bas. Il aurait mieux valu dire mettre bas ses petits. Comme la phrase est au parfait, il traduit dans un premier temps la chèvre mit ses petits bas, ce qui est tout à fait correct. Mais il ne comprend pas la phrase. Et dans un ultime effort stylistique, il modifie sa traduction et dit finalement la chèvre mit ses soquettes. L'expression petit bas l'a trompé, et là il a tout faux. Surtout avec une illustration qu'il dessine sur son cahier et qui vient confirmer le contresens.